Après cette vidéo, mon ami, tu risques de ne plus vouloir devenir chauffeur au Canada. Je préfère t'avertir. Salut à tous, bienvenue sur 7TV. Nous sommes actuellement au sud de Lyon et on va s'apprêter à prendre un petit bouchon. Et je me suis dit que c'était le moment idéal pour vous sortir le vlog sur mon expérience au Canada. Attache ta ceinture, c'est parti. Depuis 2016, j'ai un rêve, celui de devenir chauffeur au Canada. En 2023, quelques années plus tard, vous allez me dire, tout simplement parce qu'entre-temps, j'ai eu une expérience personnelle très difficile. Il a fallu quelques années pour m'en remettre. Donc en 2023, j'ai voulu commencer à réaliser ce rêve, dans un premier temps en partant en vacances là-bas. Donc je suis parti au mois d'août pour un road trip de 9 jours. Ça a été clairement les meilleures vacances de ma vie. J'ai passé un moment magique. J'avais loué une Chrysler 300S, parce qu'en France, les Chrysler 300C, ça n'existe plus depuis quelques années. Maintenant, c'est des Lancia. Mais au Canada, ça existe encore. D'ailleurs, Lancia n'existe pas au Canada. Donc, au mois d'août, je suis parti pour un road trip de 9 jours. Je suis arrivé à l'aéroport de Montréal avec ma petite famille. On a commencé par Montréal. Après, on est monté du côté de Trois-Rivières. Puis, on est allé dans le Beauce. Donc, c'est au nord-est, au-dessus de Montréal. Pour finir à Tadoussac, là où il y a les baleines. Donc tu sors en Zodiac sur le fleuve Saint-Laurent. C'est très très beau. D'ailleurs, il n'y a pas que des baleines, hein. Il y a aussi des loups de mer, beaucoup d'espèces marines. Et pour finir, on est allé au Saguenay, puis retour à Montréal pour prendre l'avion et rentrer en France. Dites-vous, à ce moment-là de ma vie, j'avais extrêmement mal au cœur parce que je ne voulais pas retourner en France. À mon retour, en août 2023, j'ai entrepris des démarches avec un cabinet de recrutement en France qui est spécialisé dans le recrutement international de chauffeurs routiers français en direction du Québec et du Canada. 2-3 semaines après, il m'avait trouvé une compagnie et tout est parti de là. J'ai transmis tous mes papiers, j'ai eu un entretien d'embauche qui s'est très bien passé avec l'employeur. Puis début janvier 2024, toutes mes affaires étaient vendues pour une nouvelle vie au Canada. À partir de là, tout ne s'est pas passé comme prévu. Déjà, il faut savoir que quand tu arrives à l'aéroport, en tant que touriste, tu passes les bornes d'enregistrement, tout est informatisé, tout est automatisé maintenant. Et juste à la fin où tu vois un douanier qui te pose la question, vous venez pourquoi? Tu dis je suis là pour les vacances et il te dit merci, bonne journée. Sauf que quand tu viens dans le cadre d'une immigration, il faut que tu passes par les bureaux d'immigration. Moi j'ai eu de la chance, ça a duré 1h30. Mais j'ai des amis pour qui ça a duré 6 heures. Et tu fermes ta bouche, t'as pas le choix. Si t'es pas content, c'est pareil. Donc pour ma part, tout s'est bien passé. Au bout d'1h30, tu sors. Tu as ton permis de travail qui est rattaché au contrat de travail avec lequel tu as immigré au Québec. Il faut savoir que dans mon cas particulier, mon employeur avait des logements et il m'en a loué un. Alors pour ceux qui se demandent combien ça coûtait, je payais 800 $ de loyer par mois dans la ville de Joliette pour un 3 pièces et demie, donc un 2 chambres. D'ailleurs, j'ai jamais su combien de mètres carrés il faisait parce que là-bas, ils comptent en pieds, ils comptent pas en mètres carrés. Honnêtement, les premières semaines, j'ai ressenti une bouffée d'air frais. J'avais l'impression que le meilleur m'attendait. Malheureusement, ça s'est pas du tout passé comme ça. Je suis arrivé un lundi ou un mardi, je me rappelle plus. J'ai un trou de mémoire. Tout ça pour dire que le patron m'a laissé une semaine pour m'installer correctement, m'acheter mes meubles, etc., etc. De là, je m'installe, je découvre la ville. C'est une ville très industrielle. Il y a une usine Firestone là-bas. Le temps passe. Le lundi d'après, je reçois un message de mon patron qui veut me rencontrer. Donc j'y vais. Présentation. Tout se passe très bien. Il me fait visiter la société. Je vois les camions, les beaux, ceux qu'on m'avait promis, et les moches dont j'ignorais l'existence. Là-bas, il existe 2 types de tracteurs. Et c'est beaucoup plus répandu qu'en France, parce que ça existe aussi en France. Là-bas, on appelle ça des D-cabs. Et moi, si vous voulez, quand je suis arrivé dans cette compagnie, on m'avait montré que les sleepers, donc les camions avec une couchette, les grands camions américains. Ceux qui te vendent du rêve, en fait, à l'écran, et ceux que tu regardes à la télé, et qui sont magnifiques. T'as qu'une envie en tant que chauffeur de routier, c'est de rouler avec un jour. 2-3 jours après, je suis invité par la compagnie, du coup, à commencer ma formation pour prendre mon poste. Donc je me présente ce matin-là avec un chauffeur québécois, super gentil. D'ailleurs, si tu vois cette vidéo un jour, je te passe le bonjour mon ami et j'espère que tu vas bien. Donc je pars pour 2 jours de formation, sachant que le métier c'était exactement le même que ce que je faisais en France. La seule différence qu'il y avait entre les deux, c'était nouveau paysage et camions un peu plus longs, parce qu'en France, voilà, les camions font 16,50 m, là-bas c'est 23 mètres de long. Les 2 jours de formation se passent plus ou moins bien, parce
que du coup, je me suis retrouvé avec le formateur dans un D-cab, donc un tout petit camion. Sur le siège passager, qui n'était pas vraiment un siège, c'était plutôt une banquette dure. C'était un bout de bois, c'était très particulier. Mais bon, sur le coup, tu débarques, tu admires les paysages, tu vois les camions américains, tu as les yeux émerveillés en tant que chauffeur routier. Il faut être routier pour comprendre ça. Donc, je passe ces 2 jours de formation. Et le lundi d'après, je suis censé commencer l'activité tout seul comme un grand. Et là, vous allez dire, pour ceux qui connaissent le sujet, mais ton permis, tu l'as pas passé parce que le permis super lourd français n'est pas reconnu au Canada. Mais apparemment, il y a un vide juridique qui dit qu'avec ton permis international, tu peux rouler pendant 6 mois à condition de rester sur le territoire du Québec. C'est un accord, apparemment. Enfin, c'est pas un accord, c'est plutôt un vide juridique. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Ça s'est très bien passé pour moi. J'ai suivi les consignes de la société, je faisais confiance. Il faut savoir que c'est des compagnies, autant le cabinet de recrutement que l'entreprise, qui travaillent avec des avocats spécialisés en immigration. Donc moi, je leur fais confiance. Sauf que le matin, quand j'arrive pour prendre mon poste, les choses ont mal tourné. Dès le début, les promesses, les photos, les objets qu'on m'avait montrés, le matériel qu'on m'avait montré, avec lequel j'étais censé travailler, avaient disparu. Très travaillé. J'appelle l'employeur. D'ailleurs, si toi, tu vois la vidéo, et je lui dis, c'est quoi ce bordel? Il est où le camion que tu m'as promis? Il est où le camion qui m'a donné envie de traverser juste un océan pour venir travailler chez toi? Et là, il me répond, ah mais tu sais Cédric, faut bien commencer avec quelque chose. Donc là, je te donne le camion que je t'ai attitré ce matin. À savoir que le D-cab que j'avais, c'était un camion dégueulasse qui servait surtout en cas de problème mécanique avec d'autres camions en bon état. Donc personne n'avait ce véhicule attitré. Et à l'intérieur, pour les chauffeurs qui regardent cette vidéo, vous vous doutez bien que c'était une poubelle, littéralement. Il n'y avait pas d'autre mot, des sachets de chips, des gobelets là, parce qu'au Québec, ils aiment beaucoup les boissons à emporter, que ce soit café ou soda. J'ai dit, non, mais on va essayer de parler poliment. Ton truc de merde, j'en veux pas. Moi, si tu me donnes ça, ça s'arrête avant même d'avoir commencé. Je rentre chez moi, tu m'appelles quand tu as un camion en bon état, comme celui que tu m'as envoyé à l'époque où tu m'as embauché. À distance, bref, tu me donnes le camion que tu m'as promis. Donc de là, je rentre chez moi et je reçois une convocation 2 jours plus tard. Je me pointe au bureau, là je vois celui que j'avais déjà rencontré quelques fois. Puis d'un coup, je vois un mec baraqué là qui débarque dans le bureau. Là, c'était le 2e patron. Et il s'assoit et il me voit débattre des problèmes que j'ai avec l'autre patron. Et je lui explique tout simplement que moi, si je suis venu ici, c'était pour faire un certain travail avec un certain matériel. Demain, vous allez acheter une 208 chez Peugeot, on vous livre une Fiat 500, vous réagissez comment? Donc on parle de nos différends et finalement on trouve un terrain d'entente. Il me donne un camion, un slipper, grande couchette. Alors c'est un Freightliner. Il avait des kilomètres, mais il était super propre. Donc aucun problème. J'ai dit ok, c'est bon, à partir de maintenant, on va pouvoir commencer à travailler. Parce que ce qui me fait rire, c'est qu'il y a une énorme pénurie de chauffeurs au Canada, en Amérique, en France, et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, partout. Pourquoi? Parce que ce genre d'employeur, malheureusement, c'est très fréquent. Donc, les gars comme moi, comme vous qui regardez, comme plein d'autres chauffeurs routiers, on est dégoûtés du métier. On en a marre qu'on nous vende du rêve et quand tu prends ton poste, avec du vent, tu vis un enfer. Le métier, il n'est pas déjà assez difficile. Regardez, là actuellement, on est à Lyon. Je suis dans les bouchons. Vous savez ce que c'est? Je vous l'apprends pas, il n'y a pas besoin d'être routier pour comprendre que c'est chiant. Mais ça, c'est notre quotidien. Donc à côté, la seule chose qu'on demande, c'est d'avoir des employeurs qui nous respectent et qui respectent leurs engagements à l'entretien d'embauche. Sinon, ça ne marche pas. Donc je commence mon poste et si vous voulez, moi j'étais censé dans un premier temps rester au Québec parce qu'avec mon permis international, j'avais pas le droit de rouler ailleurs pendant 6 mois. J'avais pas le droit de sortir de la province du Québec pendant 6 mois. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé mon permis très rapidement. Donc pour ça c'est très simple, il suffit d'aller à la SAAQ, Société d'assurance automobile du Québec, et de s'enregistrer et de prendre rendez-vous. Et tu as 2 examens. La théorie et la conduite. L'avantage pour nous, chauffeurs routiers français, on n'a pas besoin de passer tout le permis, donc le DEP transport, qui est l'équivalent du BEP transport en France. Là-bas, c'est le DEP, c'est pas le BEP. Donc nous, on a juste les examens à passer. Le permis français n'est pas reconnu, ils reconnaissent notre expérience. Du coup, on n'a que les examens théoriques et pratiques à passer. J'ai tout eu du premier coup. La théorie, ça a été un carnage, parce qu'ici en France, par exemple, la pression dans les bouteilles d'air du camion, elle est notée en bar. Enfin, nous on est habitués, alors que là-bas c'est des PSI. C'est très perturbant au début. D'ailleurs, si vous pensez y aller un jour, je vous garantis que le livre du permis classe 1, bouffez-le, parce que c'est pas simple. Bref, moi je l'ai bouffé au moins 3-4 fois avant d'y aller et je l'ai eu du premier coup, tant mieux. Une fois que tu as ta théorie,
il faut que tu valides la pratique. Alors ça se passe avec un examinateur du CFTR. Donc une fois que tu as la théorie, il faut que tu attendes 1 mois, c'est obligatoire, pour pouvoir passer la pratique. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Alors entre ces 2 examens, en général, l'employeur, il faisait travailler les mecs au dépôt à donner un coup de main pour leur verser un salaire. Parce que sinon, pendant 1 mois, t'es pas payé. Le CDI, les gars, c'est très français. Ça n'existe pas là-bas. Là-bas, il n'y a pas de j'ai signé un contrat. Même si, par exemple, il n'y a pas de boulot, comme en France où il n'y a pas de boulot, tu viens pas travailler, tu as signé un contrat à 186 heures, tu es payé 186 heures que tu travailles ou pas. Là-bas, c'est pas comme ça. Là-bas, si tu travailles pas, tu n'es pas payé. Le problème, c'est que vu que j'étais une forte tête un petit peu dès le début, enfin, j'étais une forte tête, ce qui me fait rire, c'est qu'on a tendance à culpabiliser d'être agressif, alors qu'en fin de compte, la seule chose qu'on souhaite, c'est de se faire respecter. Donc, vu que dès le début, entre eux et moi, il y a eu un petit couac à cause d'eux parce qu'ils n'avaient pas respecté leurs engagements, ben, j'ai eu le droit à une petite punition, c'est-à-dire que pendant 1 mois, ils ne m'ont pas envoyé un seul message, ils ne m'ont pas fait travailler. Autant vous dire que vous êtes à l'autre bout du monde, à 6000 km de chez vous, parce que vous l'avez décidé, parce que je l'ai décidé, mais parce qu'aussi j'ai fait confiance à un employeur qui te laisse 1 mois sans revenu. Heureusement que j'avais des économies. D'ailleurs, si vous partez là-bas, prenez un maximum d'argent parce que ça part très vite et surtout dans le cadre d'une immigration. Parce qu'il faut racheter tes meubles, il faut faire tes papiers, l'administration est payante. Tout est payant. T'es en Amérique du Nord, tout est payant là-bas. Et c'est pas des petits prix parce que surtout dans le cadre d'une immigration, je vous garantis qu'au début, vous allez sortir beaucoup de dollars. La chance qu'on a en France, c'est que l'euro est supérieur au dollar canadien. Il y a une différence d'à peu près 30% si je dis pas de bêtises. Pour 1 euro, même un peu plus, parce que pour 1 euro, vous avez à peu près, alors à l'époque, je crois que c'était 1,47$ canadien. Parce que le dollar canadien et le dollar américain, c'est pas pareil. Le dollar américain est quasiment au même montant que l'euro. Par contre, le dollar canadien est plus bas que l'euro. Donc si tu pars avec 6 000 euros de France, tu arrives là-bas avec 10 000 $, clairement. On va simplifier la chose. Donc le mois sans travail se déroule. Je passe mon examen de conduite, je l'ai du premier coup. Par contre, le problème, c'est que quand un employeur vous fait venir de l'autre bout du monde et vous laisse 1 mois sans salaire, vous imaginez bien que la pression, elle a eu le temps de monter, que le dégoût, il est bien mis en place comme il faut, que tu as déjà même plus envie de travailler avant même d'avoir commencé. J'ai pris sur moi parce que j'avais un rêve, m'établir au Québec dans l'espoir d'avoir un nouveau départ et vivre une nouvelle aventure. Ça a duré 2 mois. Parce qu'à la base, je devais, une fois obtenu mon permis classe 1, faire du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario et même de la Nouvelle-Écosse. Bref, y travailler dans un secteur de 3-4 provinces. Sauf que je me retrouvais à faire les livraisons à 4 h du matin, à 150 km du dépôt, en ville. Donc autant dire que quand tu viens pour voir du pays, c'est pas à 1h30 du matin, en plein centre-ville de Montréal, que tu vas découvrir le pays. En gros, ils m'ont pris pour leur boy, sauf que moi je suis le boy de personne. Le gros problème, c'est que je me suis rendu compte qu'au Québec, d'ailleurs c'est un Québécois qui me l'a dit, bah il existait encore une certaine forme de... Vous savez, comme il y a quelques années en arrière, quelques dizaines d'années en arrière. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est un Québécois. J'ai dit ouais mais moi je suis pas comme ça en fait. Il est hors de question que je sois le larbin de quelqu'un. Moi, je suis venu pour travailler, honnêtement, créer une nouvelle vie. Je suis pas venu pour me faire enfiler, quoi. C'est des propos, là, en parlant, je me rends compte que c'est assez fort, que c'est assez dur. Mais sur les réseaux, ça n'existe pas, ce genre de dialogue. Vous savez pourquoi? Parce que les gens sur les réseaux, ils aiment bien vous montrer le positif. D'ailleurs, à en croire les réseaux, il n'y a que du positif sur la planète entière. Mais non, certainement pas. Moi, j'y suis allé parce que j'avais fait un premier séjour en vacances et que j'avais adoré. Mais le problème, c'est que les vacances et la vie, c'est 2 choses différentes. Je l'ai appris à mes dépens, mais j'ai aucun regret. Parce que malgré l'histoire que je suis en train de vous raconter, ça a été une expérience humaine incroyable. Et ça m'a fait grandir, humainement parlant. Et ça m'a enrichi, humainement parlant. Donc 2 mois après, l'aventure se terminait. À la base, j'avais signé pour 3 ans. Le cabinet de recrutement en France ne m'a jamais rappelé. Ce qui compte pour eux, c'est d'encaisser. Vous n'êtes pas un être humain, vous êtes un objet qu'on envoie d'un point A à un point B, point barre. Je revois encore ce patron-là, de ce cabinet, qui me regardait. Chez nous, il n'y a pas de numéro, on respecte les êtres humains. Si un jour tu vois cette vidéo, monsieur-là, il se reconnaîtra. Dis rien plutôt que de dire des conneries. Donc je me suis débrouillé tout seul. J'ai contacté le gouvernement et j'ai entrepris des démarches parce que on est protégé d'une certaine manière. Alors faut pas être pressé.
mais il y a des démarches possibles. Donc moi j'ai fait ce qu'on appelle un permis de travail ouvert pour personnes vulnérables. C'est-à-dire qu'en gros il y a une compagnie qui m'a fait venir, qui m'a promis monts et merveilles, qui n'a tenu aucun de ses engagements. Je vous passe des détails parce que des détails il y en a plein. Et le gouvernement normalement mène une enquête et est amené à me convoquer auprès d'un agent pour étudier le sujet. Là, ils n'ont même pas, avec les preuves que je leur ai fournies, ils n'ont même pas cherché à me convoquer. J'ai reçu un permis de travail ouvert à la maison, sans aucune procédure. Tellement j'avais raison, tellement ce que je disais était vrai et le gouvernement me donnait raison. Sauf qu'il s'est passé 2 mois entre le moment où j'ai entrepris cette démarche et le moment où j'ai reçu le permis. Qu'est-ce que j'ai fait moi en attendant? J'ai essayé de chercher des compagnies qui pouvaient me recruter et s'occuper de faire une nouvelle procédure d'embauche avec le gouvernement. J'avais entendu parler d'une lettre A. Apparemment, c'est un formulaire que tu remplis sur le site du gouvernement, tu crées une offre d'emploi qui te permet de travailler tout de suite le temps de la procédure, parce qu'une procédure, ça prend quelques mois. Et cet employeur m'a dit, t'inquiète pas, je m'occupe de tout, tu peux commencer lundi. Là, j'ai vécu l'expérience de ma vie. J'ai vu des paysages incroyables, je suis monté en baie James, j'ai livré une mine de lithium, je me suis retrouvé dans un camp aménagé, j'avais l'impression d'être dans Jurassic Park. C'était incroyable, d'ailleurs je vous mettrai une vidéo. Et au bout de 3 semaines dans cette compagnie, j'ai rencontré un chauffeur français. Et je commence à parler avec lui, ce monsieur, il était vraiment très en colère. Et je lui dis, mais pourquoi t'es vénère comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Et il me dit, il est où ton permis de travail? Je fais, bah ils sont en train de s'en occuper. Il me dit, c'est pas vrai. Je fais, comment ça, c'est pas vrai? Et là, il me dit, ça fait 1 an que je suis dans la compagnie, ça fait 1 an qu'ils sont censés me faire les papiers, ils m'ont jamais rien fait. Et là, je l'ai regardé, je fais, tu te fous de moi ou quoi? Ça fait 1 an que tu travailles sans papier officiel du gouvernement. Ouais, mais ils vont s'en occuper, ils ont fait appel à un avocat spécialisé, etc., etc. J'ai dit, ok, je te remercie pour l'info. J'ai appelé la patronne qui s'occupait des ressources humaines, sans balancer le collègue, bien sûr, parce que lui, dans l'histoire, il m'a juste rendu service en me faisant ouvrir les yeux très rapidement, malheureusement, sur ces gens malhonnêtes. Et je fais, excusez-moi, j'aurais besoin d'une preuve là, des démarches. Parce que ça fait bientôt 1 mois que je suis là. Et en fait, vous m'avez toujours rien envoyé comme papier, donc je commence à m'inquiéter. Et là, on me dit, ah mais j'ai encore rien fait, j'ai aucun papier à te donner. Donc j'appelle la patronne et je lui demande, sous prétexte d'un besoin personnel, une attestation comme quoi je suis bien autorisé à travailler dans leur compagnie. Et là, elle commence à me sortir son violon et me dire, non mais tu sais, tu peux nous faire confiance. Je fais, écoutez, j'ai besoin d'un papier tout de suite, c'est officiel, c'est pour une démarche administrative. Il n'y a pas de négociation. Et là, elle me répond, mais Cédric, j'ai rien à te fournir, pour l'instant, j'ai rien. Heureusement, j'étais chez un client, elle n'était pas en face de moi. Donc là, je lui dis, donc ça fait 1 mois que je travaille bientôt, en gros, sans autorisation du gouvernement, donc de manière un peu illégale. Ah mais non, t'as des fiches de paye et tout, on t'a déclaré. Je fais, ouais, comme ça, en plus, on peut même pas le cacher au gouvernement. Vous vous rendez compte quand même que là, vous venez de me dire, à voix haute, que vous m'avez embauché, en gros, comme un Québécois, alors que moi, je suis français. Un Québécois, il se pointe le lundi matin, il travaille, à chaque fin de semaine, il a une fiche de paye. Ou la semaine d'après. Bref, il est payé toutes les semaines. Il n'y a pas de CDI là-bas, comme je vous le disais. Là-bas, tu es payé à la semaine. C'est-à-dire que le gars, il fait une semaine, ça lui plaît pas, il se casse, il prend son salaire de la semaine d'avant, merci, au revoir. Il n'y a pas de rupture conventionnelle, tout ce que tu veux. C'est à la confiance, à la parole, terminé, merci, au revoir. Mais dans le cadre d'une immigration, il y a une procédure à respecter. Et je me suis fait enfler une 2e fois. Mais attention, c'est juste qu'ils n'ont pas voulu se prendre la tête. C'est juste qu'ils sont tellement dans le caca au niveau des chauffeurs qu'ils m'ont fait prendre un risque que je ne leur ai pas pardonné. Honnêtement, il n'y aurait pas eu cette procédure administrative obligatoire, j'y serais encore et je serais l'homme le plus heureux, professionnellement parlant. Mais ils ont déconné, ils ont voulu jouer avec ma vie, voilà. Sauf qu'on ne joue pas avec la vie d'un être humain. Mais apparemment là-bas, ça ne les dérange pas. Attention, je ne fais pas une généralité. J'ai rencontré des Québécois adorables, des gens qui me manquent. Eric, Vincent, si vous me voyez les gars, vous nous manquez. Mais j'ai aussi rencontré des gens très très mauvais. Sauf que là-bas, c'est vicieux, c'est différent d'ici. La GoPro, elle a eu chaud. Dites-vous une chose, pour finir cette histoire. Toutes les sociétés qui vont vous embaucher au Québec, si elles n'ont pas réussi à trouver de chauffeurs québécois, c'est peut-être qu'il y a une raison. Et cette raison, elle est loin d'être positive. Donc réfléchissez bien, parce que c'est le sacrifice d'une vie. Aujourd'hui, la vie coûte très cher, une immigration, ça coûte très cher. Moi, ça a duré un peu moins d'1 an. J'y ai laissé des plumes. Comme je vous disais, ça m'a enrichi humainement. Mais tu prends quand même une claque dans les dents. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vais vérifier que mes véhicules n'ont pas bougé. Là, j'ai des utilitaires. Je vais dans la région de Dijon demain. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog. Salut!